Bon, bah, on va commencer, hein, il est 15, hein, pour une fois, on est ponctuel, ça fera venir les derniers. Merci à tout le monde d'être là, merci surtout à... Ah bah voilà les derniers qui arrivent, c'est toujours comme ça. Venez, prenez place. Merci surtout à Mariam de nous faire cette présentation. On espère que vous nous entendez bien. Donc voilà, un café de l'innovation thématique aujourd'hui avec la présentation à Mariam de la DITP des sciences comportementales au service des politiques publiques. Et il y aura une demi-heure de présentation par Mariam, et puis après vous aurez une quinzaine de minutes de questions-réponses. Et on essaye d'enregistrer aussi pour ceux qui ne peuvent pas être là. Voilà, sans plus attendre, Mariam, je te passe la parole. Parfait. Merci beaucoup. Donc, vous m'entendez clairement, c'est bon? Oui, très bien. Ok, parfait. Alors, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment contente de partager avec vous, de faire une petite introduction aux sciences comportementales et partager un certain nombre de projets qu'on a pu mener dans l'équipe pour vous donner une idée d'application concrète de ces concepts. Donc moi, je suis à la base, je viens de la recherche en neurosciences cognitives, donc j'ai fait une dizaine d'années dans un laboratoire de recherche où je travaillais sur les bases cérébrales de la prise de décision, ce qui est assez éloigné de ce que je fais maintenant, depuis 2016 à la DITP, donc la Direction interministérielle de la transformation publique, que je pense que vous connaissez. Donc on est une petite équipe au sein de la mission innovation, qui est formée, elle, d'une vingtaine de personnes. Nous, on est 6-7 personnes à peu près, on va dire, si on compte aussi les personnes qui sont en stage avec nous. Et ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on essaye d'appliquer des concepts de psychologie sociale, de sciences cognitives aux politiques publiques. Et tout ça va devenir plus clair dans 30 minutes, j'espère. Donc, avant de rentrer dans l'aspect plus pratique, je voulais juste commencer par une petite histoire, une petite anecdote qui résume, je pense, en quelques phrases, ce qu'on fait dans notre équipe. Donc, on est dans les années 50, on est en Inde, et il y a beaucoup de cobras dans les rues de l'Inde, des cobras venimeux. Il y a un gros problème de cobras, et donc le gouvernement décide de donner de l'argent, de donner une prime à toutes les personnes qui capturent et qui tuent les cobras dès qu'ils en voient, parce que c'est un problème tellement partout qu'ils ont besoin de l'aide des citoyens. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme il y a cette prime, les gens commencent déjà à capturer pas mal de cobras, mais surtout, ils se disent, ah bah, il y a de l'argent, on a besoin d'argent, donc on va faire un élevage de cobras. Et en fait, on va dire qu'on a tué beaucoup plus de cobras en fait qu'on en a vraiment tué, et donc on va avoir plus d'argent. Et le gouvernement comprend qu'il y a cette stratégie qui a été mise en place. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident d'arrêter de donner de l'argent aux gens. Et donc, les gens relâchent les cobras dans les rues. Et donc, on se retrouve avec une situation où il y a beaucoup plus de cobras dans les rues de l'Inde qu'initialement, juste parce qu'il y a eu toutes ces stratégies comportementales qui n'étaient pas anticipées par le gouvernement. Et donc, j'aime bien cet exemple parce que il résume un peu l'idée de ce qu'on fait, qui est de dire si on met en place des solutions de politique publique ou n'importe quel type de solution sans prendre en compte le comportement des citoyens qu'on est en train de viser, il peut avoir des effets rebonds déjà. Deuxièmement, ces effets rebonds sont prévisibles parce que la psychologie, la recherche peut aujourd'hui nous aider à savoir que si on fait ça, il va y avoir ce type de comportement qui va enclencher, et donc il vaut mieux prévenir les effets comportementaux et les dérives. Et surtout, on peut tester des choses à petite échelle avant de les mettre à grande échelle pour voir s'il n'y a pas d'effet rebond. Donc c'est un peu ça qu'on fait. Et si vous deviez retenir une chose de ce que je présente aujourd'hui, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que notre équipe essaye de prendre en compte les connaissances qu'on a sur le comportement pour essayer de mettre en place des solutions qui fonctionnent et qui n'ont pas d'effet rebond. Et surtout, on teste avant de mettre à l'échelle. Donc, si on regarde un peu les outils classiques qui sont utilisés pour faire des politiques publiques d'habitude, très souvent, on voit que c'est la réglementation qui est utilisée, les lois, les normes, parfois les amendes aussi pour inciter des comportements ou des taxes, et très souvent l'information. C'est un peu les leviers que mobilise un décideur public intuitivement. Et donc, l'idée des sciences comportementales, c'est de dire les politiques publiques qu'on veut essayer de mettre en place avec ces outils, que ce soit par exemple le tri ou encourager à l'épargne à la retraite ou sécurité routière, n'importe quel sujet en fait qu'on met en place, ou en tout cas la plupart des politiques publiques,
ont une composante comportementale très très forte. Et pour que ces politiques publiques réussissent, elles doivent réussir à faire évoluer des comportements. Si on veut que les gens se mettent à trier, c'est un comportement qu'on est en train de viser, c'est pas juste une idée de tri. Ou par exemple, si on se dit on veut faire en sorte que plus de personnes prennent le vélo, c'est aussi une habitude et un comportement. Et donc l'idée de notre travail, c'est de dire comme les politiques publiques sont fondamentalement comportementales, comment est-ce qu'on peut mobiliser les connaissances et la recherche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient le comportement, pour essayer de mieux informer la mise en place de ces politiques publiques. Je vais vous donner un autre exemple que celui du Cobra. Ça ressemble un peu à cette idée-là, mais ça vous donne, ça introduit encore un nouveau concept. Dans certains pays, pour donner du sang, le don sanguin se fait sur la base du volontariat. Donc, on fait des campagnes de dons sanguins et ceux qui ont envie de donner leur sang viennent et donnent leur sang gratuitement. Notamment aux États-Unis, c'est comme ça. Et en Angleterre, si je ne me trompe pas, ou je ne sais plus si j'ai inversé l'exemple, mais en tout cas, dans certains autres pays, ce qui est fait pour que les gens donnent leur sang, c'est donner aux gens de l'argent, symboliquement, tu vois, une petite somme de, par exemple, 5 € pour venir donner son sang. Et dans les pays qui ont décidé d'ajouter cette petite prime aussi, ils se sont rendus compte que tout d'abord, beaucoup moins de gens donnaient leur sang. Et aussi, là, il y avait un problème de qualité de sang, c'est-à-dire beaucoup de sang était non recevable. Il y avait pas mal de maladies, ou en tout cas, il y a des choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas recevoir ce sang. Et quand des psychologues se sont un peu penchés sur cette question, ils se sont rendus compte que quand c'était sur la base du volontariat et que c'était fait vraiment par altruisme et que la motivation, en psychologie, on appelle ça, était intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle venait vraiment de l'intérieur, là, ça attirait une certaine population, donc des gens qui avaient envie de le faire. Mais quand on ajoutait cette petite prime de 5 €, ce qui se passait, c'est que ça attirait une autre catégorie de personnes. Tout d'abord, des personnes qui avaient besoin de ces 5 €, donc une population de gens qui étaient en situation de précarité, qui avaient aussi du coup des comorbidités à certaines maladies, et donc ce qui faisait qu'on retrouvait pas mal de gens qui ne pouvaient pas donner leur sang parce qu'ils avaient des maladies, du diabète, certains souffraient d'obésité ou même de tabagisme, prenaient des drogues, etc. Et en plus, la motivation, elle devenait extrinsèque, elle est externe et elle est symbolisée par l'argent. Et donc pareil, encore une fois, c'est un autre exemple comme l'effet Cobra qui montre que on sait déjà, ces concepts-là, on les connaît en psychologie, et ce serait intéressant de les avoir utilisés et mobilisés dès le départ quand on décide de comment est-ce qu'on fait pour le don sanguin, quel programme on met en place. Et il y a une collection d'effets comme ça absurdes ou de stratégies absurdes qui sont résumées dans le livre de Maya Bovale. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez trouver tout un tas d'autres exemples comme ça, de politiques publiques qui ont été mises en place et qui ont parfois échoué parce qu'ils n'ont pas pris en compte les enseignements de la psychologie. Donc l'idée, c'est que comment est-ce qu'on fait pour intégrer les connaissances en sciences comportementales dans la fabrique de l'action publique et comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des expérimentations qui nous permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer, comment les citoyens vont réagir, etc., avant de les mettre à l'échelle. Donc les sciences comportementales, ça vient un tout petit peu nourrir les autres leviers de politique publique que je vous ai présentés tout à l'heure. Quand on parle de sciences comportementales, on parle c'est un terme assez large. Très souvent, on me demande, mais c'est quoi comme discipline? Qu'est-ce que ça recouvre? Et la réponse, c'est que c'est encore très poreux, c'est en discussion, parce que c'est un champ qui est relativement nouveau, même si, maintenant, ça fait 10 ans quand même, 12 ans même que certains pays font des sciences comportementales. Mais il y a encore un débat sur quelles sont les disciplines que ça recouvre réellement. Très souvent, on va mobiliser les sciences cognitives, donc vraiment tout ce domaine qui s'intéresse à la psychologie sociale, ou parfois aux neurosciences, mais c'est un peu plus rare, et en tout cas aux bases du comportement. Parfois, on va utiliser aussi la psychologie évolutionniste. Je vous donnerai un exemple où on en reparlera dans les questions-réponses. Et très souvent, vous allez voir, nous, on appelle ça en France sciences comportementales, mais dans d'autres pays, surtout anglo-saxons, ça va s'appeler behavioral economics, donc économie comportementale. C'est un peu une astuce pour attirer l'attention des décideurs publics, il faut le dire. Les personnes, Richard Thaler, qui a gagné le prix Nobel d'ailleurs et qui est un des fondateurs de tout ce mouvement, a raconté dans un de ses livres que le fait d'ajouter économie comportementale, ça va plus attirer les décideurs publics que psychologie sociale, alors que vraiment ça ressemble, c'est un peu les mêmes concepts qui sont mobilisés.
Donc, je vais faire un très rapide survol historique, puisque c'est aussi important de comprendre comment ce concept, comment on est parti de la psychologie sociale et on est arrivé à vraiment des applications concrètes dans les politiques publiques. Donc, je vais aller vite sur cette partie, mais on pourra en reparler tout à l'heure dans les questions-réponses. Donc, l'idée, c'est que pendant très longtemps, les personnes qui s'intéressaient au comportement et à la prise de décision, c'était plutôt les économistes qui regardaient un peu qui essayaient de modéliser les prises de décision et qui faisaient des modèles sur la base de ce qu'on appelle la théorie du choix rationnel. Donc, je schématise beaucoup, mais en gros, le concept de base, c'est que les humains essayent de maximiser leur utilité. Utilité, ça veut dire leur bonheur ou enfin, leur bien, quoi, leur bien-être. Et pour maximiser leur utilité, ils vont toujours faire des choix en calculant un coût-bénéfice et toujours ils vont prendre une décision en fonction de ce coût-bénéfice et que toujours quand le bénéfice surpasse le coût, ils vont prendre la décision. C'est un peu un schéma très très basique qui présupposait que les humains étaient extrêmement rationnels dans leurs décisions. Prenaient tous les paramètres en compte, leurs préférences ne changeaient pas dans le temps, avaient des préférences très très fixes, etc. Et ces modèles économiques qui étaient évidemment assez biaisés et ne capturaient pas réellement toute la complexité du comportement humain, ont été challengés par beaucoup de psychologues. Et là, je le symbolise par Herbert Simon, qui est un peu le fondateur de cette idée de rationalité limitée, qui est venu dire, attention, en fait, vos modèles économiques qui conceptualisent l'humain comme des êtres ultra rationnels ne sont pas totalement précis. Et on a beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas extrêmement rationnel. Les émotions jouent un rôle, on a une attention limitée, on n'a pas les ressources cognitives illimitées pour faire attention à tout et prendre en compte tous les paramètres dans nos décisions. Et donc, il faut introduire cette idée qu'on est... il y a plein de biais, il y a plein de choses qui sont prévisiblement biaisées dans notre comportement et il faut les prendre en compte dans les modèles de la prise de décision. D'ailleurs, Herbert Simon a gagné un prix Nobel pour ses travaux sur ce concept-là. Et ensuite, ça nourrit pas mal d'autres concepts. Mais avant, pardon, je commence à perdre la voix. Avant d'enchaîner sur qu'est-ce que ça a inspiré derrière, je vais juste vous le montrer avec une illusion d'optique que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'échiquier de Edelson. Donc là, si vous regardez cet échiquier et qu'on compare ici les deux carrés A et B, vous les voyez. Donc il y a le A qui a l'air plus foncé, enfin ça a l'air d'être d'un gris foncé, et le B a l'air d'être plutôt d'un gris clair. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette illusion, c'est qu'elle nous montre un peu comment le cerveau fonctionne. Parce que en fait, ces deux échiquiers, donc A et B, ils sont vraiment exactement les mêmes. C'est-à-dire que si vous coupez le carré A et que vous le superposez sur le carré B, vous allez vous rendre compte que il y a aucune différence de teinte, c'est strictement les mêmes, et c'est très difficile de le voir dans la situation réelle. Pourquoi? Parce que en fait, notre cerveau n'est pas en train de faire une projection point par point de ce qu'on est en train de regarder, mais notre cerveau est en train de faire plein de calculs rapides et approximatifs pour nous faire voir une version de la réalité. Et donc là, premièrement, on voit qu'on est dans un échiquier. Donc notre cerveau sait par expérience que dans un échiquier, il y a toujours un carré blanc puis noir, enfin gris foncé, et ça alterne comme ça. Et deuxièmement, il y a un plot vert qui projette une ombre, et on sait que en général, ce qui est dans l'ombre est plus clair que ce qui n'apparaît. Et donc, il y a tout un tas d'opérations mentales et de statistiques, on va dire, qui se passent dans notre cerveau pour nous faire voir ce qui est le plus probable, et donc pas ce qui est vraiment devant nous. Et donc, cette idée de raccourcis mentaux et d'opérations mentales s'appelle des heuristiques en neurosciences, ou juste en psychologie. Et ces calculs très rapides peuvent se tromper, parce que notre cerveau est en train de nous faire des sortes de faveurs très rapides, de nous dire, écoutez, je pense que c'est ça qui est le plus probable, et peut-être que notre cerveau se trompe. Et donc, quand ce cerveau se trompe, on va appeler ça des biais cognitifs. Et donc, c'est un peu ces concepts-là qu'on va commencer à introduire Herbert Simon, de dire, attention, on n'est pas en train de... Si on était des personnes ultra rationnelles et précises, on aurait vu ces deux échiquiers exactement les mêmes. Mais en fait, on a plein d'opérations qui sont en train de se faire très rapidement et qui nous font voir une réalité un peu différente, mais qui est probablement plus utile pour nous parce que c'est le cerveau en train de se baser sur son expérience passée pour nous aider à naviguer le monde.
Et donc, c'est comme ça que va naître le concept d'heuristique et de biais cognitifs qui vont ensuite être étudiés par deux grands courants. Donc, un premier courant qui va vraiment se focaliser sur les biais cognitifs. Donc, c'est Daniel Kahneman et Amos Tversky qui gagnent d'ailleurs le prix Nobel pour leurs travaux. Et ils vont vraiment aller, si je caricature aussi un peu, ils vont aller chercher tous les biais cognitifs qui sont prévisiblement présents chez les humains. Le biais d'optimisme, le biais de confirmation, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les biais, mais vous allez avoir genre une explosion de biais. Ils vont identifier des centaines et des centaines de biais, c'est-à-dire des erreurs prévisibles de notre cerveau. Et ensuite, un autre courant, donc celui de Gerd Gigerenzer, qui est plutôt un courant allemand, va commencer à plus creuser, enfin, critiquer pas mal les travaux de Kahneman et Tversky en disant que c'est l'expérimentation qui fait apparaître les biais tels qu'ils les voient, et qu'en fait, même si on peut avoir certains biais, en fait, c'est pas vraiment des biais, c'est des raccourcis mentaux très utiles pour notre fonctionnement. Et donc, il va y avoir une sorte de guerre de chapelle entre les deux dans laquelle on va pas rentrer maintenant, mais c'est important de les savoir parce que ces deux courants vont faire naître deux concepts très différents. Le courant de Kahneman va faire naître les travaux sur le nudge, on va en parler, et les travaux de Gigerenzer vont faire naître tous les travaux sur le boost, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider les gens et faire du empowerment pour que les gens prennent conscience de leurs limites et prennent des meilleures décisions en prenant en compte ces limites. Alors que le courant de Kahneman, ça va plus être un raisonnement de type ok, on a des biais cognitifs, on n'agit pas toujours dans notre intérêt, on a plein de biais prévisibles, il faut utiliser le nudge pour aider les gens à prendre des meilleures décisions parce qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Donc c'est un courant un peu plus paternaliste que le courant de Gigerenzer qui est un peu plus basé sur l'esprit critique, etc. C'est important de les dire parce que vous allez voir comment dans les applications concrètes, idéologiquement, c'est différent. Donc les travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky vont beaucoup inspirer ensuite Richard Thaler et Cass Sunstein. Donc Cass Sunstein, un ami d'Obama déjà, et aussi qui travaillait déjà dans l'administration d'Obama, avait créé une unité de simplification. Donc il commence à intégrer aussi cette notion de science comportementale et de nudge au sein de la Maison Blanche. Et ensemble avec Richard Thaler, ils publient un livre qui s'appelle Nudge, qui va avoir vraiment beaucoup de succès. Et je vais y venir dans une slide. Mais juste pour vous dire qu'il y a aussi en France Esther Duflo, qui est économiste, qui a aussi gagné un prix Nobel pour ses travaux sur les effets randomisés contrôlés, donc ces expérimentations à grande échelle pour essayer de tester des leviers de politique publique. Et c'est un peu toute cette ligne du bas qui inspire, qui est un peu derrière tous nos travaux. Donc, je vous ai parlé du livre Nudge, qui veut dire incitation, enfin, coup de pouce, on va dire, plutôt, en anglais. Donc, nudger quelqu'un, c'est juste lui donner un petit coup de pouce ou un petit coup de coude. Et d'ailleurs, ce livre, à la base, devait s'appeler Paternalisme libertaire, mais l'éditeur leur a dit, écoutez, si vous appelez ça comme ça, personne ne va acheter votre livre. Et il a un peu eu raison, parce qu'en le nommant Nudge, ce livre a eu un succès monumental, a intéressé beaucoup de décideurs publics notamment, et a beaucoup interpellé David Cameron en Angleterre, qui a du coup décidé de faire venir Richard Thaler et de créer une des plus grosses unités de sciences comportementales. Donc au départ 15 personnes au sein du cabinet du Premier ministre anglais, et maintenant ils sont 200. C'est devenu le Behavioral Insights Team, une équipe anglaise qui a maintenant 7 branches à travers le monde. Enfin, ça a vraiment pris une ampleur incroyable. Et donc l'idée du nudge, c'est de dire, ok, donc si en fait on a des biais cognitifs, si on n'arrive pas à prendre des super décisions, on va essayer de changer l'architecture du choix, l'environnement dans lequel les gens font des choix, pour leur aider à prendre de meilleures décisions. Donc par exemple dans une cafétéria, si on sait que les gens vont arriver et qu'ils vont avoir faim et qu'ils vont prendre ce qui est devant eux, on va mettre les aliments qui sont bons pour la santé avant les burgers, et donc ça va inciter un choix qui est plus sain pour les personnes. Je vais donner plein d'exemples concrets dans nos travaux qui s'éloignent du nudge. Vous allez voir que tout part de ce concept, mais qu'après chaque pays a un peu interprété à sa sauce la manière de faire, d'utiliser les sciences comportementales dans les politiques publiques. Dans notre équipe à nous, on s'éloigne du concept du nudge autant que possible et on s'intéresse plus à comment est-ce qu'on peut utiliser la psychologie dans les politiques publiques, et vous allez le voir à travers les projets qu'on a choisi de traiter. Donc juste
le concept a beaucoup pris de l'ampleur, je vous disais, et donc il y a eu une montée en puissance énorme. Donc il y a plus de, je sais pas, genre 300 ou 400 unités de sciences comportementales à travers le monde. Dans certains pays, en France, on est moyen. Je ne vais pas dire qu'on n'est pas bon, mais on n'est pas avancé, ça c'est sûr. Il y a des pays dans lesquels, dans chaque ministère, il y a une unité de 10 personnes de sciences comportementales, notamment en Angleterre. En Australie, il y a une énorme équipe et c'est hyper intégré aussi aux États-Unis. Enfin, bien, il y a pas mal de pays où c'est très avancé. En France, je dirais qu'on est plutôt moyen, quoi. Parce qu'on est, à ma connaissance, une petite équipe au sein de en administration centrale et il y a 3 ou 4 ministères qui ont commencé à s'intéresser au sujet, mais ils n'ont pas forcément de TP sur le sujet à temps plein. Donc nous, je vous disais, on est une petite équipe, mais évidemment, on ne peut pas faire tout seul, puisqu'on travaille sur un très grand nombre de projets. Et donc, on a un partenariat avec l'École normale supérieure et des chercheurs des chercheurs français qui ont formé le groupement AIC, donc Agence d'innovation comportementale, de plein d'universités, de Sciences Po, de PSL, Sorbonne, etc. Et on a en prestataire le Behavioral Insights Team, donc cette fameuse équipe dont je vous ai parlé en Angleterre, qui a 200 personnes et qui a maintenant une branche en France. Donc on travaille avec le Behavioral Insights Team en tant que prestat principal sur, aujourd'hui on a avec eux une vingtaine de projets. Les sujets sur lesquels on travaille, je vois le temps passer et donc je vais aller vite, sont un peu les suivants. Donc par exemple, on a travaillé beaucoup sur la protection du consommateur, sur l'insertion professionnelle des jeunes, comment inciter les médecins à prescrire moins d'antibiotiques pour lutter contre l'antibiorésistance. On a travaillé aussi sur le chauffage au bois, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les personnes à l'impact du chauffage au bois sur la santé. Et enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup de sujets aussi sur l'exposition des enfants aux écrans. Et donc, comment ça se passe, c'est qu'une administration va venir me solliciter sur un sujet donné. On va filtrer, on va s'assurer que c'est un bon projet pour les sciences comportementales, que c'est pas un problème structurel qui a besoin de traiter par la loi ou par d'autres leviers. Il y a vraiment un comportement qui est visé. Que éthiquement, et ça j'y reviendrai aussi, on travaille beaucoup dans notre équipe sur l'éthique. Comment est-ce qu'on peut filtrer pour s'assurer qu'on n'est pas en train de rentrer dans des sujets où on pousse les gens à faire des choses que l'État a décidé pour eux, donc de ne pas être dans une approche paternaliste, mais d'accompagner des politiques publiques qui sont déjà en place et sur lesquelles on peut aller plus loin. Et ensuite, on met en place un projet et nos projets durent à peu près, le minimum que ça a duré, pour nous un projet c'était 6 mois, parce que c'est des projets de recherche-action. Donc c'est entre 6 mois et plutôt 1 an. 1 an, je dirais, c'est une temporalité beaucoup plus commune et parfois ça peut durer 1 an et demi, parce que c'est des expérimentations à très très grande échelle avec des milliers d'usagers. Donc ça aussi prendre le temps de savoir si le comportement a réellement changé ou pas. Ça n'a rien de très nouveau en termes de méthode, donc de vraiment diagnostic, prototypage, évaluation. Je dirais que les seules choses qui sont différentes par rapport à la mise en place classique d'un projet, c'est que dans la partie diagnostic, on va beaucoup faire de la revue scientifique. Donc, on va aller regarder la littérature scientifique, on va parler à des psychologues, on va parler à des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet pour essayer de comprendre la partie vraiment psycho de la problématique. Évidemment, beaucoup de terrain pour aller comprendre au plus près ce qui est en train de se passer. Conception d'une solution, en faisant évidemment de l'évaluation de sa faisabilité, de son impact, etc. Et la partie qui est vraiment différente, je dirais, que d'autres projets de design, par exemple, ou autres types de méthodes, c'est qu'on va faire de l'évaluation d'impact en utilisant ces fameux essais randomisés contrôlés de Esther Duflo dont je vous ai parlé. Donc, ça veut dire prendre un échantillon suffisamment large de la population et suffisamment représentatif, avec un groupe contrôle qui fait business as usual, genre ce qui se passe dans la politique publique habituellement, et des groupes tests où on va tester notre intervention et ses différentes versions, et ensuite comparer sur ces énormes échantillons de 500 000, 1 million de personnes, est-ce que dans le groupe test, il y a quelque chose qui a réellement changé? Pourquoi on utilise ça? Parce que premièrement, ces essais nous permettent de savoir si vraiment c'est notre intervention qui a changé quelque chose comparé à d'autres choses qui ont pu se passer en parallèle, des campagnes d'information ou autres. Parce que l'idée, c'est que tout le monde subit la même info, et donc la seule différence, c'est notre intervention. Et deux, les résultats vont nous permettre de dire, OK, ça a l'air de marcher, on peut le mettre à l'échelle, parce qu'on l'a testé sur un échantillon représentatif de la population.
Donc c'est un peu une rigueur, on va dire, de la méthode scientifique appliquée aux politiques publiques. Je vais vous donner deux exemples, ou même un peu plus, peut-être si on a le temps après, mais un exemple vraiment très classique, celui avec les URSAF. Donc ça ressemble vraiment à ce que ferait une équipe sciences comportementales de base. Donc en gros, beaucoup d'auto-entrepreneurs continuent à payer leur cotisation sociale par chèque ou par espèce, ce qui est un problème parce que il y a une loi qui oblige le paiement en ligne depuis 2019. Et deux, il y a beaucoup de fraude. Enfin, c'est très compliqué aussi la gestion de tout ce qui est chèque ou espèce. Donc l'ACOS, enfin les URSAF nous ont sollicité pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut inciter le paiement en ligne, inciter au paiement en ligne. Et donc ce qu'on a fait après un travail de diagnostic, donc ce projet a duré à peu près 8 mois. On a fait 2 mois de travail de terrain, de la double écoute avec des agents qui parlaient à des auto-entrepreneurs pour essayer de comprendre où est-ce que ça a bloqué, c'était quoi le problème et pourquoi les gens continuent à payer par chèque. Et on a donc publié un rapport de diagnostic d'abord sur notre site web que vous pouvez aller consulter pour comprendre comment on fait ce rapport d'évaluation de freins comportementaux. Et on s'est rendu compte que une grande partie du problème, en fait, était structurel. C'était pas un problème comportemental. Les gens n'étaient pas en train de procrastiner ou de se dire tout ce que la cause présupposait de oui, les gens veulent pas, il y a une envie de frauder, enfin, il y avait des présuppositions un peu négatives sur les citoyens, et c'était pas exactement ça. Ce qu'on a vu, c'est que le site web était très complexe, les gens comprenaient pas en fait le parcours, comment faire pour payer en ligne. Du coup, comme ils comprenaient pas, ils se déloguaient et ils se reloguaient ensuite à la dernière minute. Le site web planté, parce qu'il y avait beaucoup de gens connectés, et donc ils finissaient par payer par chèque ou par espèce. Donc c'est hyper intéressant ce projet parce que ce travail comportemental nous a fait réaliser que le problème n'était pas là où eux l'avaient au départ anticipé. Et aussi, il y avait pas mal de gens donc il y avait un problème de planification. Il y avait aussi un problème les gens ne connaissaient pas la loi. Déjà, ils ne savaient pas que c'était obligatoire et pensaient aussi que tout le monde faisait comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le courrier classique que les gens appelaient, que Lacoste envoyait aux gens pour leur rappeler de payer en ligne, de payer juste. Pardon, mon chat est en train de me distraire. On a fait 3 versions de ce courrier. Donc là, vous ne les voyez pas du tout, mais en orange, on a testé 3 phrases différentes. Une phrase qui rappelle la loi, qui dit « Vous allez payer par espèce ou par chèque en juillet ». Souvenez-vous que depuis le 1er janvier 2019, il est obligatoire de payer en ligne. Donc juste un rappel de la loi, plus le fait qu'on sait qu'ils ont payé par chèque. Deuxième phrase, plus de 80% d'auto-entrepreneurs dans votre région payent déjà en ligne. N'oubliez pas de payer en ligne la prochaine fois. Donc rendre la norme apparente, parce que les gens avaient la fausse croyance que tout le monde faisait comme eux. Donc leur rappeler que ce n'était pas le cas. Et troisième levier, c'était la planification. Donc là, vraiment, on leur a donné des tips, des astuces, étape par étape, de quand se connecter, quand faire la déclaration, pour pas qu'il y ait ce problème de plantage. Et donc, on a testé ces courriers sur 15 000 auto-entrepreneurs, avec groupe contrôle, donc le courrier habituel et nos groupes tests. Et ce qu'on a observé, c'est que déjà, tous les courriers marchaient mieux que le contrôle. Donc, tout le monde payait un peu plus. Enfin, il y a plus de gens dans les groupes tests qui payaient en ligne. Et la condition qui a marché le mieux, c'était le rappel de la loi, de dire attention les gars, en fait, il y a une loi et vous n'êtes pas en train de la suivre. Et donc cette condition-là, elle a augmenté de 60% le taux de dématérialisation. C'est un très bon coût-bénéfice parce que pour nous, ça nous a coûté juste une phrase dans un courrier et le retour sur investissement était très élevé. Donc ça, c'est un exemple vraiment classique. Je vois le temps filer super vite et j'avais pas mal d'autres exemples, donc je vais peut-être vous en donner encore, sans les détailler, quelques autres exemples. On a travaillé sur l'indice de réparabilité. Donc là, aujourd'hui, si vous allez acheter un ordinateur, vous allez voir que votre ordi a une étiquette avec un score qui donne à quel point il est réparable, à quel point vous pouvez changer les pièces, trouver un réparateur, etc. Donc ça aussi, c'est une expérimentation, ça sort d'une expérimentation qu'on a faite, notamment en partenariat avec Mac Darty, où on a testé différents types d'indices et d'informations pour voir lequel va être pris en compte par les consommateurs. Pareil, 140 000 Français. On a travaillé sur la pollution, je ne vais pas le détailler non plus, mais donc là c'était sur la base de volontariat de 300 ménages qu'on a munis de capteurs à pollution intérieure et pour certains on leur a donné les pics de pollution
chez eux. Donc, ils voyaient plus le lien entre, OK, de la pollution quand j'allume ma cheminée, quand je fume, etc. Donc, le lien entre pollution et santé était beaucoup plus fort. Et donc, ça a réduit de 20% les particules, le taux de particules fines pour les gens qui ont décidé de nous joindre pour cette expérimentation. Et donc, le travail sur le temps d'écran, on pourra y revenir. On a travaillé sur l'insertion professionnelle dans les missions locales. On y reviendra dans les questions-réponses parce que je n'ai pas le temps. Je voulais juste terminer sur... ouais, ça c'est une machine à café. Celle-là, je vais prendre quand même juste 30 secondes pour la raconter parce que c'est une de mes expérimentations favorites. Donc, on a travaillé sur la protection du consommateur. Et ici, ce qu'on a fait, c'est que on a designé une fausse page de machine à café qu'on a blindée de ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire toutes ces astuces que les marketeurs vont utiliser pour nous piéger à acheter un produit, comme les comptes à rebours, le fait qu'il reste que 8%, des avis de consommateurs absolument géniaux qu'on a rédigés, etc. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé cette fausse pub sur Facebook. Et quand les gens rentraient leur mail pour commander la machine, ils recevaient un pop-up de sensibilisation qui disait attention, il y a 700 000 personnes qui se font avoir. C'était une campagne de phishing un peu des sensibilisations avec 3 groupes tests. Donc un groupe à qui on lançait juste ce pop-up et un groupe à qui on faisait une petite formation en ligne de 10 minutes pour comment repérer les dark patterns et les pièges marketing et comme ça se vacciner pour les prochains. Et un groupe contrôle qui juste rentrait son mail et à qui on disait vous allez recevoir la machine dans 2 semaines. Et ensuite, l'idée, c'était de recibler toute cette population pour voir qui se fait moins revictimiser la deuxième fois et est-ce que notre intervention de formation, etc., a marché ou pas. Et donc, on n'a pas eu des résultats significatifs parce qu'on n'a pas eu un échantillon suffisamment large. Facebook nous a virés au bout de quelques semaines. Mais on a une tendance très forte qui montre que notre formation réduit de 40% le taux de revictimisation des personnes qui l'ont faite. On y reviendra. Là, on travaille sur la pêche durable, les pratiques de pêche. On travaille sur l'éclairage des commerçants. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les commerces respectent la loi qui est d'éteindre la nuit. Et on travaille aussi sur comment rendre le fait d'accepter les cookies quand on rentre sur un site web beaucoup moins automatique. On travaille avec la CNIL sur ce sujet. Tous nos travaux sont publiés, donc vous pouvez aller voir l'ensemble de tout ce que j'ai mentionné et les 20 autres projets en ligne. Il y a tous les rapports de diagnostic et aussi les rapports de fin. Donc la publication, c'est aussi un gage de transparence parce que ces sujets-là peuvent être sujets à limitation éthique, évidemment. Donc on a aussi pas mal d'articles sur les précautions éthiques qu'on prend. Et pour terminer, les choses dont on souffre, c'est que beaucoup de gens peuvent penser que c'est des effets, que c'est une baguette magique, les nudges. On vient souvent nous voir avec ah, vous n'avez pas un nudge pour tel ou tel sujet. Donc il y a malheureusement une sorte de perception de gadget ou de trucs anecdotiques, alors que c'est vraiment des expérimentations très larges, très complexes, qui prennent beaucoup de temps. Donc le temps long est important dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de solutionnisme. On n'est pas juste en train d'essayer de trouver des petites solutions qui durent un temps et qui disparaissent. Et parfois, les problèmes qu'on nous soumet ne sont pas des problèmes pour nous, parce que c'est des problèmes très complexes qui ont des solutions autres que les sciences comportementales. Et donc, on essaye de rapidement, dans une phase de cadrage, dire oui ou non, c'est pour nous, ou non, c'est pour la loi, ou c'est pas un autre levier. Donc, c'est important d'avoir une approche humble aussi, de dire, on n'est pas en train de changer le monde, c'est pas du marketing, c'est vraiment de la science. Et donc, merci de votre attention. Désolée, je sprintais de trop vite, mais on a peut-être le temps d'échanger. Ah, super, merci beaucoup Mariam. Bah oui, non, mais de toute façon on peut déborder, utiliser 20 minutes de questions-réponses sans problème. Ça va. C'est très clair. Est-ce que déjà ici dans la salle, on a des questions sur le chat, en ligne, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à poser des questions dans le chat. Yes, c'est une question par là. Oui, il y a une question. Du coup, dans l'action publique, on n'est pas forcément formé ou sensibilisé aux notions sociologiques. Est-ce que vous auriez des bouquins à nous conseiller dans une démarche de forme? Oui. Alors, j'ai un livre à vous conseiller. Je vais faire l'astuce comportementale qui consiste à vous conseiller juste un seul pour qu'il y ait plus de chances que vous le lisiez. Mais si je devais vous conseiller un livre, ce serait un Homo sapiens dans la cité de Coralie Chevalier. Je vais l'écrire dans le chat aussi.
Ça résume très très bien les sciences comportementales. C'est basé d'ailleurs sur un cours que je donne avec Coralie Chevalier. Et derrière, elle donne plein d'exemples appliqués. Donc, pour quelqu'un qui est plus dans votre posture de praticien, je dirais que c'est le meilleur type de compromis. Merci. Super. Est-ce que tous les types de sujets peuvent faire entrer des sciences comportementales, et sinon quel type voilà, de sujet sur lequel on se dit bah non, là non, c'est trop risqué? Oui. En fait, alors, c'est une très bonne question. Et nous, on passe beaucoup de temps, quand une administration nous soumet un projet, on passe beaucoup de temps à se poser cette question-là. Et donc là, ce que vous voyez à droite, là où j'ai écrit éthique au niveau de la mise en œuvre du projet, donc on a des templates comme ça que je peux vous envoyer. C'est une sorte d'autodiagnostic pour savoir si un projet se prête, oui ou non, à une approche comportementale. Et donc là, on pose beaucoup de questions de type déjà, est-ce qu'il y a une politique publique qui est en place sur le sujet? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà utilisé la loi, d'autres types de leviers pour mettre en place le sujet, pour mettre en place la politique publique? Et c'est quoi le comportement qu'on est en train d'essayer de travailler ou de comprendre, de modifier, etc. Et est-ce que c'est un comportement où la personne a réellement l'intention de faire la chose, mais n'y arrive pas parce qu'elle procrastine, parce qu'elle ne connaît pas la norme, parce qu'elle ne connaît pas la loi, etc. Donc, par exemple, réduire son temps d'exposition aux écrans, c'est un très bon projet parce que les gens ont l'intention, quand on fait des sondages et quand on se base sur une étude de base pour savoir est-ce qu'il y a un problème, est-ce que les gens perçoivent qu'il y a un problème, on se rend compte que oui, les gens veulent réduire leur temps d'exposition aux écrans, mais ne savent pas comment faire. Alors que typiquement, un projet qu'on nous a soumis et qu'on n'a pas pris, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les entreprises payent leur TVA à temps, parce qu'on a rapidement sondé le problème et on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème de procrastination, c'était un problème de trésorerie. Les gens n'avaient pas l'argent pour le payer. Donc, à partir de là, quand c'est pas un problème comportemental, nous, on a du mal à... Enfin, c'est d'autres leviers. C'est peut-être changer la réglementation, etc. Après, ça nous est arrivé de prendre des projets qui ne sont pas forcément comportementaux pour donner et s'arrêter au diagnostic en disant on pense que ça, on pouvait le modifier avec des subventions ou la loi. Par exemple, la pêche durable, c'est un projet. Donc, il y a un écolabel pêche durable que très peu de pêcheries, dans lesquelles très peu de pêcheries vont et très peu de pêcheries sont certifiées avec l'écolabel. Et ça peut paraître comme un problème comportemental. Donc, il y a un label, mais les pêcheurs ne veulent pas se faire certifier. Sauf que là, au bout de 3 mois de diagnostic, on s'est rendu compte qu'il y a plein de problèmes qui sont, avant d'arriver même au comportement, qui sont des problèmes d'information, de complexité, de comment se faire certifier, ça me coûte cher, j'ai pas l'argent, le prix du gasoil est énorme, quel est le coût-bénéfice de me faire certifier? Les consommateurs connaissent pas l'écolabel, donc ça ne sert à rien que je l'ai. Enfin, il y a plein d'autres problématiques. Et donc, on s'arrête au diagnostic et on dit, on pense que les solutions sont d'ordre de campagne d'information pour les consommateurs, des subventions pour aider les gens à se faire certifier. Et c'est pas forcément avant d'arriver à la partie vraiment changement de comportement, etc. Il y a autre chose avant, quoi. Donc, on fait beaucoup de filtrage et beaucoup de problèmes sont beaucoup mieux traités par d'autres leviers de politique publique. Et dans ces étapes de diagnostic, justement, comment sont composées les équipes qui travaillent dessus? Est-ce que c'est que des personnes qui travaillent sur les sciences comportementales ou est-ce que vous avez d'autres corps de métier intégrés? Alors, dans notre équipe à nous, on a des profils un peu mixtes, mais disons que c'est majoritairement des profils de sciences comportementales et de recherche. Donc là, vous avez Stéphane Giraud qui est responsable du programme et lui, donc il a à la base pas de background en sciences comportementales, c'est un fonctionnaire déjà et aussi son background est plus dans les politiques publiques. Et au sein de l'équipe, donc il y a moi qui viens des neurosciences cognitives et Camille Rosier aussi. Donc j'ai oublié de le mentionner, mais on a deux petites sous-équipes.
moi, je travaille sur l'appui aux politiques publiques, tout ce que je vous ai montré comme exemple. Camille, Élise et Camille travaillent sur la simplification administrative. Donc, ils travaillent sur comment rendre des documents administratifs ou des courriers aux citoyens plus clairs et plus compréhensibles. Et donc, eux, ils ont un background en psychologie et en sciences cognitives, mais Camille Ménard, elle a beaucoup plus travaillé sur l'inclusion numérique, par exemple. Donc, c'est un profil un peu mixte. Et donc, la manière dont ça se fait, c'est que sur un projet donné, il y a un chef de projet DITP, donc moi, par exemple, et une petite équipe intégrée de notre prestataire, donc Behavior Insights Team. Je dirais que eux, ils mobilisent 2 ou 3 personnes selon l'ampleur du projet. Et dans ces 2-3 personnes, il y a une personne qui a une expertise générale sciences cognitives, une personne qui est spécialisée du sujet, par exemple quelqu'un qui a travaillé sur l'environnement, sur la justice, enfin, selon le projet, et quelqu'un qui fait de l'économétrie, c'est-à-dire qui sait mettre en place ces fameux essais randomisés contrôlés, parce que c'est aussi une spécialité que nous, on n'a pas. Mettre en place des expérimentations à très très grande échelle, ça prend, enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour faire des groupes équilibrés, donc il y a une spécialiste de ça chez eux. Donc c'est des approches qui sont pas c'est une expertise. C'est comme si je vous disais on a besoin d'un développeur web qui vienne nous faire un site web. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut s'improviser. C'est une expertise qu'un prestataire peut venir faire. Et c'est pas des missions de conseil. C'est pas genre le cabinet de BIT, c'est pas un cabinet de conseil classique. C'est un cabinet d'experts en sciences cognitives et en économétrie. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, super. Voilà. En ligne, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Et récemment, là, le dernier projet, par exemple, que vous avez? Donc là, on est en train de travailler sur un projet super intéressant sur l'éclairage nocturne des magasins. Donc, il y a une loi qui, depuis 2013 d'ailleurs, et un nouveau décret 2018 qui oblige les magasins à éteindre leurs vitrines entre 1h et 5h du matin. Et nos travails de terrain, mais aussi juste les observations de l'Office français de biodiversité avec lesquels on travaille, montrent que très très peu de magasins éteignent réellement. Pour plein de raisons qu'on a diagnostiquées aussi pendant 3 mois sur le terrain. On a parlé à beaucoup de commerçants qui nous expliquent que déjà la loi dit qu'il faut éteindre entre 1h et 5h du mat, alors que eux, quand ils ferment leur boutique, c'est souvent 20h ou 19h. Donc ils se disent, la loi dit pas c'est quand tu sors, elle dit c'est à 1h. Et donc quand ils ferment, ils vont pas revenir à 1h déjà. 2, ils pensent qu'il y a de la publicité qui peut se faire dans la nuit, donc qui est d'ailleurs parfois une fausse croyance parce que les études côté consommateurs montrent que c'est pas le cas. Il y a aussi beaucoup de gens qui gardent allumé par sentiment de sécurité, de se dire si c'est allumé, il n'y aura pas de vol, etc. Enfin bref, il y a pas mal de problématiques. Et le rapport de diagnostic va d'ailleurs sortir dans 2 jours. Donc, on a établi tous les freins de pourquoi les gens le font. Et dans ce projet-là, ce qui est super intéressant, contrairement à certains autres projets, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui ont des intérêts pas du tout alignés en fait pour que cette loi marche. Par exemple, la loi dit ok, il faut éteindre, sauf que les commerçants, ils n'ont pas intérêt à éteindre. La balance coût-bénéfice pour eux, elle est très mauvaise. Pourquoi éteindre? En plus, ils reçoivent jamais d'amende et il n'y a aucun coût en fait à garder allumé. Même le coût de l'électricité, il n'est pas si haut. 2, les maires à qui on a parlé préfèrent que les magasins restent allumés parce que ça donne un sentiment de sécurité dans leur ville et donc eux aussi il n'y a pas de coût, il y a beaucoup plus de bénéfices que de coûts à garder allumés. Si les magasins allument, ils ne doivent pas allumer les voies publiques forcément parce qu'il y a l'éclairage des magasins dans certains endroits, donc ils font des économies. Enfin bref, du coup ce qui est hyper intéressant au-delà de la partie vraiment les freins comportementaux, c'est qu'on voit que si on fait une balance coût-bénéfice, tout penche vers le fait de rester allumé en fait. Et donc la loi n'a pas du tout intégré ces aspects-là de coût-bénéfice. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de voir qu'il y a d'autres méthodes autres que la loi pour résoudre ce problème. Et comment est-ce qu'on peut faire donner à un décideur public un tableau
qui leur permettent de faire un arbitrage, enfin un bon trade-off de OK, si les magasins sont allumés, ça va faire ça, 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 ça. S'ils éteignent, ça va faire ça, ça, ça. S'ils éteignent, mais de telle heure à telle heure, ça va... Enfin, leur donner un tableau très complet pour qu'ils puissent arbitrer le mieux, sachant que ce projet de base, c'est pas un projet économie d'énergie, c'est un projet biodiversité avec l'Office français de biodiversité qui travaille sur l'impact de l'éclairage sur le cycle de reproduction des insectes. Et c'est un sujet qui n'est absolument pas dans l'esprit des gens. Et l'impact est énorme. Énorme sur les abeilles et sur la biodiversité. Et c'est vraiment une source catastrophique pour l'environnement. Et très peu de gens ont ça à l'esprit. Donc c'est un projet très complexe, mais super intéressant. Est-ce qu'il y a des fois où inversement les sciences comportementales ont pu amener à des changements législatifs ou des évolutions alors là, justement, c'est ce qu'on aimerait, c'est exactement ça notre but, c'est-à-dire on aimerait bien faire un changement de la législation, notamment en termes d'horaire, c'est-à-dire que l'horaire soit pas aussi peu human-centered, quoi. Qui va aller à 1h, c'est assez impossible. Dans nos travaux à nous, le seul projet qu'on a fait qui était en amont de la législation, c'était sur l'indice de réparabilité. Donc ce projet-là, on l'a fait avant que la loi ne sorte. Et ça a impacté la manière dont, le logo qui était choisi, comment mettre le logo, les normes, c'était un peu dicté par les résultats de nos travaux, enfin, pas dicté, mais guidé, on va dire. Dans certains pays, en France, c'est le seul exemple. Dans d'autres pays, il y a pas mal de chercheurs en sciences comportementales qui travaillent au sein de l'Assemblée nationale, enfin de l'équivalent de l'Assemblée nationale, pour informer les lois dès le départ, pour qu'on n'ait pas cet effet de on a mis une loi, on l'a testée, elle ne marche pas, est-ce que les sciences comportementales peuvent venir à notre secours, quoi. C'est plus, dès le début, on met des choses qui ont plus de chances de fonctionner. Notamment en Angleterre, il y a beaucoup d'exemples de ça. Quand les sciences comportementales à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Bientôt. Est-ce que vous avez des exemples de projets en cours ou à venir ou passés où vous dites ça aurait été intéressant peut-être de mobiliser la psychologie ou les sciences comportementales? En fait, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais on a des projets où pour le coup on travaille aussi avec une sociologue pour même si ça ne répond pas complètement à ta question, mais voilà, pour faire le lien entre le travail de design et comment on s'adresse aux parents les plus éloignés de l'école ou voilà, des catégories de population spécifiques. Après, pour l'instant, on ne s'est pas posé ces questions. C'est sur quel projet on a pu se dire, ou on pourrait se dire que les sciences comportementales pourraient avoir un impact, globalement sur tous les sujets. Moi, je suis convaincue, mais sur tous les sujets. On est tous convaincus, mais je le redis aussi, Mariam, je l'avais dit à Stéphane et à Thierry Lambert, le nudge, ça ne parlera pas forcément tout de suite à un préfet, un directeur régional, un directeur de DDI. Donc, ce qui est important aussi pour nous dans une logique de construction progressive de la légitimité et l'intérêt de ce genre de projet, c'est que la DITP puisse venir de temps en temps mener des projets territorialisés. Donc, moi, l'ouverture que je ferai, c'est pourquoi pas un projet nudge piloté par la DITP, mais avec une application dans un territoire, que d'ailleurs pas forcément les Pays de la Loire, même si ça serait mieux. Alors, pour l'instant, une grande partie de nos projets se font avec des administrations centrales, mais on est en train à cause des financements qu'on a, mais on est en train d'essayer de pousser pour que ça change, parce que travailler avec des collectivités et avec, vraiment au plus proche du terrain, c'est ce qui est le plus pertinent et utile pour nous, parce qu'on a toujours un travail de terrain. Donc, on essaye de pousser pour que ce soit le cas dans les prochains mois, j'espère. Donc, c'est pas impossible que ça se passe. Et du coup, par exemple, ce qui est compliqué, c'est que ce concept de nudge, malheureusement, il est très, je ne sais pas comment on dit en français, il est très sticky. C'est un concept qui colle beaucoup,
Et du coup, beaucoup de personnes restent accrochées à ce concept-là. Mais ce qu'on fait, c'est un peu moins, je dirais, du nudge. Et c'est vraiment essayer de mettre en place des solutions qui s'inspirent tout simplement de la recherche en psychologie. Enfin, c'est des projets de recherche appliquée. Donc, par exemple, typiquement, la manière dont on a pu convaincre certains décideurs publics de l'intérêt de nos approches, c'est vraiment plutôt que de rentrer par la théorie, de leur montrer des exemples très concrets de solutions qu'on a mises en place avec les retours sur investissement que ça a eu. Par exemple, sur l'insertion professionnelle des jeunes, on a travaillé avec les missions locales sur comment remotiver les jeunes à venir à leur rendez-vous. Et ça a permis, c'est un projet qui a eu un succès assez énorme avec un coût assez bas. Et d'ailleurs, là, on est en train de pousser pour qu'il y ait un volet 2 du projet avec des missions locales dans lesquelles les conseillers ont moins de reporting à faire et ont beaucoup plus de temps passé pour un accompagnement des jeunes. Enfin, ça a des implications très concrètes sur la manière d'organiser les missions aussi de certains acteurs. Donc, peut-être que ce qui peut être utile, c'est qu'on vienne, là je vous ai donné quelques exemples très rapidement, mais on a une petite brochure que je vais vous envoyer dans laquelle on a donné 13 exemples de projets avec leur impact quantitatif réel. Et donc, ça permet aussi de montrer sur quelle typologie de sujet ça s'applique, quels sont les retours sur investissement, que c'est pas juste une petite approche comme ça, one shot. C'est vrai que nous, on est souvent dans les projets, par exemple, on a pas mal de projets sur la participation citoyenne, et voilà, avec que ce soit pour appuyer les services de l'État ou les collectivités. Mais parfois, on peut avoir des limites dans le sens où on a beau faire avec les usagers, aller sur le terrain, faire de la co-construction. S'il y a des jeunes sortant d'ASE finalement qui ne viennent pas, on a des limites dans l'action qu'on mène, et ça pourrait, c'est vrai que le complément est intéressant, parce que voilà, le design et l'innovation publique aussi peuvent avoir des limites comportementales. Oui, intéressant, Marianne, c'est puisque tu parlais des logiques de réplicabilité. Alors tous les projets ne se prêtent pas à une réplicabilité, mais typiquement ce que tu évoquais sur remotiver les jeunes ni en emploi ni en formation, ça peut être aussi une piste pour nous, que nous soyons mandatés par la DITP pour répliquer ce genre de projet, d'une part pour vérifier si ça se prête bien au terrain qui est le nôtre, et dans le cas où ça s'y prête, on démultiplie l'efficacité de ce genre de projet aussi. Ça peut être, et à la fois, ça nous fait conduire des projets sciences comportementales de manière en limitant la prise de risque en termes d'échec. Et pareil, à la mesure où c'est porté par la DITP, ça sert aussi à convaincre, ça c'est un truc sur lequel on bosse beaucoup, le top management de l'intérêt de ce genre de méthode et de projet. Oui, c'est une très très bonne idée et une très bonne piste. Parce que nous, nos outils, ils sont là, ils sont disponibles, et après le projet, ce serait très utile de leur donner une vie, une longévité surtout, qui soit testée avec d'autres personnes. Et typiquement là, je dois revérifier pour le projet sur l'insertion des jeunes, parce qu'il est possible qu'on ait arrêté de payer les frais sur le site web qu'on a mis en place et l'application. Mais voilà, ce sera pas très difficile de le réactiver. C'est clairement une excellente piste pour nous une fois qu'on a terminé le projet, venir vous dire voilà, c'est ce qu'on a développé, est-ce que ça peut être utile pour vous? Et vous, le fait que vous le testiez, ça peut nous montrer vraiment aussi, faire des tests de solidité ou pas de notre projet, quoi. Est-ce que ça marche sur différentes situations? Est-ce que ça vit dans le temps? C'est un très très bon moyen pour nous de faire du win-win, quoi. Je vais essayer de réfléchir à certains projets qu'on a mis en place qui pourraient avoir ce type d'application. Typiquement, il y a beaucoup de projets qui ont été faits sur des types de courriers. Par exemple, comment est-ce qu'on peut envoyer des courriers à des propriétaires de logements vacants pour qu'ils répondent, parce que beaucoup ne répondent pas, ou sur le présentéisme, ou l'absentéisme, pardon, plutôt dans les écoles. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont un peu sur étagère, quoi, et qu'on peut continuer à répliquer chez vous. Tout à fait. Je me le note et j'en discute avec l'équipe dans notre prochain point à 11h.
on est chaud. Le sujet insertion des jeunes est un bon exemple parce qu'on appuie le département de la Sarthe dans l'expérimentation du service public de l'insertion et de l'emploi. Comme on a embarqué aussi dans l'affaire la commissaire pauvreté, on a essayé quand même de leur dire la cible des publics NEETs, ça serait intéressant parce que c'est au cœur des priorités gouvernementales. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'il y a matière à des collaborations fructueuses entre la DITP et les labs territoriaux sur le sujet. Je suis tout à fait d'accord et ce serait avec plaisir. Notamment, on est en train d'essayer d'étoffer tout l'aspect insertion des jeunes dans notre portfolio de projet parce que on se rend compte que c'est là où il y a le plus de besoins et je pense aussi là où il y a le plus d'utilité de ces approches-là. Parce que c'est beaucoup, enfin, je dis pas que c'est principalement comportemental et des problèmes de motivation, il y a beaucoup de structurels, beaucoup de précarité, beaucoup de problèmes sociaux et économiques qui entrent en jeu, mais on peut les prendre en compte et essayer de travailler avec dans nos paramètres. Là, pour le coup, n'hésite pas, à partir de septembre, on devrait commencer le public des jeunes normalement en Sarthe auprès du département et de l'État, donc on aura normalement... Et est-ce que, juste pour être sûr, le projet, il s'agit d'aller capter un peu les NEET, enfin les personnes sans emploi, sans formation, de capter ces publics et de les ramener vers l'emploi, ou c'est un peu plus spécifique que ça comme projet? Là, l'appui auprès du département et de l'État, c'est sur la structuration du référent parcours du public de l'insertion et de l'emploi, donc auprès du département et de la DETS. Et donc, on a commencé, on fait des briques avec des publics cibles qu'on teste avec des outils qui sont expérimentés et testés auprès de bénéficiaires du RSA, proches de l'emploi et auprès des jeunes bientôt, peut-être des personnes en situation de handicap. Voilà, on élargit le spectre des publics cibles et prochainement, là, normalement, au mois de septembre, ça serait les jeunes sans emploi. Ouais. D'accord, ok. Dans tous les cas, je vais en parler. Dans tous les cas, je reprendrai un point d'échange avec vous pour voir spécifiquement le sujet, mais ça me paraît totalement en ligne avec le type de projet sur lequel on peut vous accompagner, idéalement. Super. Yes. Emeline, Guillaume, chez TED, si vous avez une question avant qu'on... Non, pas de question particulièrement. Ça fait, ce que vous avez dit, ça fait écho à des choses que j'ai entendues en formation design thinking et à des projets de design qui ont été appliqués en DDTM auprès d'agriculteurs qui ne télédéclaraient pas assez. Donc voilà, le design a fait évoluer les choses et dans ce que vous avez dit, je retrouve des choses qu'on m'a rapportées, parce que je n'avais pas suivi ce projet-là, mais en tout cas, voilà, donc du coup, ça me parle un petit peu. Merci. Peut-être juste 2 mots. C'est vrai que il est intéressant de voir qu'à ce stade, le recours aux sciences comportementales n'intervient finalement que comme un correctif et qu'il n'est pas pleinement intégré à la conception des politiques publiques et visiblement, il y a des grosses marges de progression de ce point de vue-là. Et puis, second questionnement, là, on parle de l'application des sciences comportementales pour modifier, en tout cas inciter les usagers à agir de telle ou telle manière. Quid de l'utilisation de ces sciences pour, organiser le travail des équipes côté administration, en fait. Comment on peut utiliser ces sciences au regard de l'organisation de l'administration pour inciter les collaborateurs à intégrer de nouvelles pratiques, etc. etc. Oui, alors c'est une très bonne question qui mériterait peut-être un deuxième webinaire parce qu'il y a tout un volet des sciences comportementales qui est appliqué à toute la partie vraiment psychologie organisationnelle qui est beaucoup plus appliquée à les organisations, l'organisation du travail, aussi il y a tout un rapport qui s'appelle Behavioral Government, c'est-à-dire tout ce qui peut intervenir comme biais dans la prise de décision des décideurs publics. Nous, on a fait un cycle de formation justement le projet ACOS que je vous ai montré, où la cause présumée qu'il y avait un problème chez les citoyens. Ça a abouti
à une remise, à une prise de conscience assez forte chez eux, de peut-être qu'on est nous-mêmes en fait biaisés dans la manière dont on est en train de voir nos problèmes. Et donc, on a fait un cycle de formation sur comment mieux reconnaître les biais des décideurs publics. Ça, c'est une chose. Et en parallèle, on a une équipe innovation managériale au sein de notre équipe innovation qui travaille avec nous, sciences comportementales aussi, sur des sujets organisationnels. Par exemple, des sujets de comment améliorer le feedback, le manque de reconnaissance aussi de plein d'agents qu'on a vu dans le projet avec le ministère de l'Intérieur. Comment est-ce qu'on peut augmenter la prise de conscience de l'importance de donner de la reconnaissance, comment aussi prendre en compte la charge cognitive, la fatigue cognitive, le burn-out dans la structuration de plusieurs équipes. Et donc, eux, ils font pas mal de projets avec un autre prestataire aussi, qui s'appelle Cogix, qui est spécialisé dans les sciences comportementales, c'est des neuroscientifiques aussi, mais appliqués au monde du travail et à la partie vraiment organisationnelle. Et donc, eux font beaucoup de projets avec des collectivités territoriales, d'ailleurs, sur des sujets très variés, beaucoup plus organisationnels et chez les agents et beaucoup moins chez les usagers. Nous, dans nos projets, je vais montrer quelques exemples plutôt ciblés citoyens et usagers, mais on a aussi des projets qui ciblent des agents, par exemple les agents du ministère du Sport. On a travaillé sur aussi un projet sur... c'était pas vraiment un projet en tant que tel, mais on a participé à un projet dans lequel il y avait une problématique de burn-out d'agents publics. J'ai encore un exemple, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, je voulais juste vous dire, donc dans les sciences comportementales, il y a plusieurs types d'acteurs. Nous, c'est plus politique publique, mais il y a des acteurs qui vont travailler plus sur l'aspect organisationnel. Et il y en a d'autres encore. C'est un collectif qui s'appelle City, S-C-I-T-Y. C'est comme Science and the City. Ils travaillent beaucoup plus sur l'application à la vie dans la ville. Donc, par exemple, comment organiser certains espaces pour attirer un certain type de public. Ils vont travailler sur l'aménagement d'un territoire, la désartificialisation des sols. Ils travaillent aussi sur l'éclairage. Par exemple, est-ce que l'éclairage va donner un sentiment de sécurité ou au contraire on peut baisser. Enfin, c'est plus vraiment la ville et les sciences comportementales. Donc, il y a vraiment... là, je vous ai donné une intro globale. Après, il y a des spécialisations et des gens dans notre écosystème avec lesquels on peut vous mettre en contact. Et qui travaillent d'ailleurs beaucoup avec des collectivités. C'est leur public plus habituel, quoi. Super, bah écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Merci encore, Mariam, et puis on continue les discussions. Et puis merci pour ta presse et ton temps. Et puis merci à tout le monde d'avoir été là. Et normalement, si tout fonctionne bien, on pourra diffuser le replay. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Ah oui, pour partir, le prochain café de lino, normalement, ça devrait être un goûter de lino. Donc, dans 15 jours, sur les coups de 16 heures, voilà. Et on vous propose de tester un peu ce qui vient de se dire avec le jeu. C'est fait par la DITP, je ne me souviens plus du nom, mais le jeu sur les sciences comportementales. Voilà, donc ça ne sera pas en visio malheureusement, mais n'hésitez pas le 21 juin à 16h venir au lab pour tester le jeu et donner une suite à tout ça. Merci encore. Parfait, avec plaisir et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée.